Allez, ce que je propose, c'est que qu'on puisse attaquer. En avant. Je te laisse Ouais, te présenter du coup. Oui, alors merci beaucoup Thibaut, merci à vous d'avoir organisé le webinaire. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je suis Raphaël. Dans une ancienne vie, pour me présenter rapidement, donc moi j'ai été avocat presque 6 ans dans le domaine notamment du RGPD. Donc j'en ai mangé matin, midi et soir. Et forcément, en mangeant tous les jours, on se rend compte de certaines choses, on se rend compte de notamment l'image que vous avez tous du RGPD de base, qui est normale, c'est que c'est un frein à l'innovation, c'est un frein au business, c'est compliqué, c'est cher, c'est horrible. Et comme l'a très bien expliqué Thibaut, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de désacraliser le RGPD, de vous montrer qu'en fait, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités, notamment business via le RGPD, que c'est même plutôt aujourd'hui une bonne pratique et quelque chose de plus en plus bien accepté et valorisant pour votre structure. Et donc, moi, à titre personnel, aujourd'hui, je suis cofondateur et CEO d'une structure qui s'appelle DPO. Pour parler en 10 secondes, hein, nous, on a aujourd'hui 150 clients. On est toujours le délégué à la protection des données externalisé du client. Je ne sais pas si ça vous parle. En gros, c'est comme si on était le juriste spécialisé RGPD du client externalisé. Dans nos clients, on a beaucoup de PropTech. On a aussi du Express, RATP Cap, etc., etc. Et nous, notre objectif, alors j'ai pas envie de dire que justement, c'est de rendre le RGPD presque sexy, parce qu'évidemment, souvent, on a du mal à le croire, mais c'est ce qu'on on essaye au moins de rendre ça presque sympa, et on va essayer de vous démontrer au moins qu'effectivement, il y a il y a un intérêt là-dessus, et j'ai réussi presque à convaincre Thibaut, donc vous voyez… C'est ce que j'allais dire. J'ai quand même réussi à me convaincre après 5 ou 6 ans de lutte contre ce sujet que je trouvais toujours un petit peu, je ne sais pas comment dire, mais effectivement pas très orienté business. Et en fait, en une conférence, enfin une intervention chez nous, avec quelques minutes ou quelques heures d'échange, non, tu as pu vraiment aborder du coup des sujets hyper précis qui nous intéressent énormément dans notre quotidien et qui est à l'origine, je dirais, de deux éléments clés. Un, ce webinaire, et deux, je suis même allé laisser un avis positif sur cette thématique, ce qui est très rare. Donc, je te remercie d'ailleurs, c'était très sympa. Transmission de confiance, c'est avec grand plaisir du coup qu'on t'a invité là, qu'on a organisé ça, cet événement, parce que je pense que ça a vraiment énormément de sens dans l'univers qu'on va aborder. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, si ça te convient, donc moi très rapidement, hein, je me présente, Thibaut Touchant, je suis un des cofondateurs d'Otari, donc pas mal de personnes dans le monde nous connaissent ou auront l'occasion de nous découvrir sur notre site internet, par exemple otari.com, donc otaree.com. Je te laisserai Raphaël aussi épeler DPO parce que c'est un petit jeu de mots avec une écriture particulière, donc voilà, pour les connaisseurs. Nous, on intervient, on accompagne énormément tous les professionnels de la vente d'immobilier neuf, que ce soit en résidence principale ou en invest, avec une suite logicielle et des services qui vont accompagner nos clients et nos partenaires dans tout le processus de vente, donc de la recherche à la proposition jusqu'au closing et au suivi des dossiers. L'idée, c'est de pouvoir traiter du coup aujourd'hui la thématique du RGPD, encore une fois, en prenant pas ce côté trop universitaire, mais bien en partant de vos… Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va découper ça en fait déjà sur un peu les 3 parties qui vous intéressent, c'est-à-dire la prospection. Deuxièmement, les rendez-vous. Voilà, qu'est-ce que je peux demander comme information. Troisièmement, après, qu'est-ce que je peux faire de mes clients et comment je vais pouvoir travailler du coup une base client, qu'est-ce que je vais en faire. Donc, ce qui me semblait intéressant, c'était d'introduire déjà sur la partie prospection. Donc, on sait que à ce moment-là, pour prospecter, on a besoin d'avoir de l'information, on a besoin d'adresser des contacts. Et du coup, cette source de contact, qui est vraiment, je sais que dans l'immobilier, hein, c'est une des très grosses problématiques, elle va être, ces sources, elles sont diverses, elles sont variées et elles sont accessibles différemment. Tout d'abord, on va pouvoir avoir un premier levier qui est très utilisé souvent, qui est extrêmement performant, qui est un petit peu plus difficile en ce moment, qui va être l'achat de leads. Voilà. Donc ça, on fait appel à des prestataires. Je pense que beaucoup l'ont déjà fait. Vous allez du coup, ça peut être des Tacotax, des Finanzen, des Edilid, bref, des fournisseurs comme ça assez connus, à qui vous achetez du coup des contacts qui vont vous transmettre déjà. Donc là, je pense qu'il y a un premier sujet assez intéressant. Donc dans ce cadre-là, on est bien en B2C. Donc on achète des contacts de particuliers qui ont émis du coup normalement un intérêt pour une thématique et le fournisseur nous le transmet excessivement rapidement pour pouvoir le contacter.
Les deuxièmes sources qui sont importantes, ça va être également toute l'acquisition payante, donc toute la pub que vous pouvez réaliser, que ce soit sur Facebook, sur Google AdWords, sur, je sais pas, sur LinkedIn, sur Instagram, bref, tous les leviers digitaux ou pas, mais que vous allez payer pour obtenir des informations. Donc là, c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut demander comme niveau d'information? Et une fois qu'on les a, dans quelle mesure est-ce que le particulier qui a fait cette démarche d'accepter, je dirais, une pub, est-ce qu'on a bien tout son consentement pour pouvoir aller le démarcher comme on le veut sur cette thématique-là? Le troisième point dans la prospection qui est important, ça va être aussi la partie de l'emailing. Donc, j'ai une base. Voilà, on verra après dans quelques cas concrets que la provenance de cette base peut avoir un impact. Mais en tout cas, j'adresse des emails. Qu'est-ce que doit contenir mon email? Quels sont les petits points peut-être clés à faire attention? Est-ce que j'ai le droit d'envoyer à tout le monde? À ce moment-là, c'est intéressant aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de B2C, mais pas que. Donc, on fera aussi une petite précision sur le B2B sur ces sujets-là. Quelles sont les distinctions, les différences qu'on peut avoir? Point également très important, votre réseau perso. Est-ce que, parce que je connais quelqu'un, tout simplement, que c'est un copain ou pas, est-ce que j'ai le droit d'aller le démarcher? Comment j'ai le droit d'aller le démarcher? Ça, je pense que c'est aussi un sujet qui peut être assez intéressant. Qu'à un moment donné, on peut aborder ce point-là sous un angle que j'avais trouvé très, très intéressant quand tu étais venu, toi, Raphaël, chez nous. C'était aussi sur l'angle de l'éthique. Et aussi ce côté entre qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est éthique, qui est acceptable aujourd'hui dans les habitudes de notre entourage, parce qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, mais qui sont mal vues, à l'inverse des choses qui nous paraissent assez naturelles et qui, à l'inverse, ne sont pas nécessairement tout à fait légales. Et le dernier point, je dirais, qu'on constate aussi très fréquemment, qui va être le partenariat et le prêt de base ou l'échange en fait, de bons procédés avec, tiens, j'ai un copain courtier, j'ai un collègue, machin, il m'a donné ses clients, moi je lui donne les miens, puis qu'est-ce que je peux faire dessus, comment je peux le faire? Voilà. Donc sur cette partie-là, je pense que c'est déjà assez intéressant. Et après, on abordera tout simplement aussi peut-être le rendez-vous. Donc, on va peut-être s'arrêter déjà sur les prospects. Je te redonne la main, Raphaël. Il y a déjà pas mal de quoi faire. Et après, on verra, on abordera aussi la base client. Je te remercie, c'est très clair. Effectivement, tout ce que tu as dit est juste. C'est-à-dire qu'en fait, les sources, c'est hyper important. Et on va le comprendre tout de suite pourquoi. Juste avant de pouvoir rentrer vraiment de manière très claire dans le détail, je suis obligé de faire 1 minute, un peu d'explication pour que tout le monde comprenne bien. C'est comment ça marche la prospection de base, normalement. Je pense que vous savez tous que normalement, il y a un principe qui s'appelle l'opt-in, qui est le consentement préalable. Alors, juste pour information, cet opt-in, parce qu'effectivement, il y a deux volets, B2B, B2C. L'opt-in, il n'existe déjà en réalité qu'en B2C. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en B2B, il y a de l'opt-in. C'est pas vrai. En B2B, il n'y a pas d'opt-in. On en reparlera après. Mais donc, juste pour bien comprendre le tout, les principes, c'est normalement, il y a un consentement préalable en B2C et pas en B2B. Et en fait, ce consentement préalable, il existe essentiellement pour SMS, email. Et en fait, ça va vous intéresser de savoir que téléphone, B2B ou B2C, il n'y a pas d'opt-in. Éventuellement, en B2C, vous avez ce qui s'appelle Blocktel, on en reparlera peut-être un peu après. Et je sais que dans le milieu, notamment de l'immobilier, il y a quelque chose qui parle beaucoup, c'est le courrier, tout ce qui est publicité par voie postale. Et bien là, il n'y a pas du tout d'opt-in. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer de la prospection, vous pouvez aller mettre dans les boîtes aux lettres de la publicité, sauf si évidemment il y a écrit nos publicités, mais vous avez le droit d'en mettre sans même connaître la personne. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, effectivement, si on parle donc d'abord de l'achat de lead. Alors là, c'est effectivement plutôt du B2C. Pourquoi c'est plutôt du B2C? Alors ça peut exister en B2B, ceci dit, mais c'est de moins en moins vrai. Mais effectivement, vous avez le droit d'acheter des bases en B2C. Attention uniquement à une chose, en fait, quand vous achetez, c'est que la personne qui vous vend, alors aujourd'hui les acteurs sont quand même reconnus et quand même normalement, ils font les choses bien. Mais il faut savoir que ce que je viens de vous dire, c'est que normalement, en B2C, je ne peux pas faire de la prospection si je n'ai pas l'accord préalable de la personne. Donc ça veut dire que normalement, vous, si on vous envoie une base, vous n'avez pas le droit normalement d'aller prospecter cette personne, elle ne vous connaît pas, ni d'Ève, ni d'Adam. Mais il y a une exception qui dit que si jamais vous avez donné votre accord, c'est la petite case à cocher que vous acceptez d'envoyer des tiers, à des partenaires, là, pas de problème. Donc ça veut dire que la personne qui vous vend cette base, elle doit, elle, avoir recueilli toutes ces informations-là, tous ces consentements préalables,
elle doit donc pouvoir vous le démontrer. Et c'est là où je veux en venir, c'est que vous, la seule chose, quand vous faites de l'acquisition de bases de données, la seule chose que vous devez vous assurer, c'est que contractuellement, la personne qui vous le vend vous s'engage à respecter le RGPD, mais surtout est capable de vous démontrer que ses sources, justement, qu'elle-même, sa source, elle a bien été conforme au RGPD. C'est-à-dire qu'elle-même, imaginons, moi, je vous vends une base. Pour pouvoir vous vendre cette base, en B2C, il faut que j'ai recueilli l'accord de mes leads pour pouvoir vous envoyer de la prospection à des partenaires que vous ne connaissez, que mes leads ne connaissent pas. D'accord? Et ça, je dois pouvoir le démontrer. Donc, je dois pouvoir avoir les logs d'acceptation. Si je ne peux pas le faire, en fait, je vous mets vous en danger. D'accord? Parce que vous devez après, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prospecter des gens via une base et ces gens-là, ils vont vous demander comment vous avez eu ces informations. Et on en revient à la source. Pourquoi on en revient à la source? Parce que ce qu'impose le RGPD, quand vous faites de la prospection, peu importe le moyen, c'est d'informer. Si vous avez, je recommence pour que ce soit plus simple. Si vous avez prospecté la personne directement, pas de problème. Si vous avez prospecté la personne mais que vous n'avez pas obtenu ces données de manière directe, donc typiquement achat de base, on fournit une base, tout ce qui peut être un peu indirect, j'utilise un outil comme Drop Contact, je ne sais pas si vous connaissez, un outil qui permet de générer des emails et compagnie. La personne, elle ne m'a pas donné son mail. Donc, ça veut dire qu'il faut que je l'informe. Je suis obligé de l'informer de mes sources. Donc, je peux lui dire, j'ai eu ton information via une base de données, par exemple. D'accord? Via une base de données d'un prestataire, de tel prestataire. Mais il faut pouvoir le démontrer, il faut que lui puisse le démontrer. Si ce n'est pas le cas, danger. Donc, je résume, je vais faire beaucoup plus simple. Si vous faites de l'acquisition de base, la seule chose qui est importante, c'est de vérifier que la personne qui vous le vend est en capacité de démontrer la source, est en capacité, si jamais on vous demande, de pouvoir vous fournir toutes les sources nécessaires. OK? Ok, merci sur ce point. Est-ce qu'il y a une espèce de label où on pourrait leur dire, bah voilà, est-ce que, alors on dit souvent, enfin, on voit RGPD, le logo RGPD qui arrive un peu comme ça sur les sites internet, mais à ces fournisseurs, on peut leur demander, on leur fait un petit mail en disant, pouvez-vous me confirmer que vous disposez bien de toutes les sources d'acquisition de ces contacts, des contacts que vous me transférez? Et est-ce que ça, du coup, si j'ai bien compris, ça suffit? Nous, on peut l'enregistrer, le conserver dans nos dossiers, et en cas de contrôle demain ou en cas de plainte de quelqu'un, dire, bah écoutez, moi j'avais fait mon job de vérification auprès du fournisseur, et c'est lui qui a menti dans ce document. Est-ce qu'un mail suffit ou est-ce qu'un autre doc est nécessaire? Alors, c'est exactement ça, parce que en fait, il faut comprendre que là, on est vraiment dans le contractuel pur. C'est que lui, normalement, il s'engage. Donc, il y a deux choses. Soit dans ses documents contractuels CGV, typiquement, il s'engage bien à avoir tout ce qu'il faut, à pouvoir démontrer ce qu'il faut, sur demande, etc. Là, pas de problème, il s'est déjà engagé contractuellement. Par contre, et c'est là où il faut faire attention aussi, vraiment regardez ce point-là si vous faites de l'achat de base. Regardez la clause RGPD des CGV de votre prestataire. S'il y a quasiment rien, ou que c'est très flou, ou alors qu'il y a écrit juste « oui, on respecte le RGPD sans plus », clairement, n'hésitez pas à faire ce que Thibaut vous a dit, c'est-à-dire vous envoyer un mail en disant on a un doute sur l'aspect RGPD, est-ce que vous pouvez nous démontrer que vous êtes RGPD compliant? Est-ce que vous l'êtes ou pas? Est-ce que les bases sont bien conformes? Et est-ce que vous pouvez le démontrer? Si vous dites oui, il s'est engagé contractuellement. C'est son problème après. Voilà. Vous aurez juste, effectivement, en cas de contrôle, à dire j'ai cette base, j'ai fait le contrôle, où il s'engage. S'il y a un problème, vous allez voir lui, c'est pas moi. Très bien. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de la création de la base. Ce serait différent si c'était vous qui étiez à l'origine de la création de la base, bien sûr. Et si vous avez menti, c'est tant pis pour lui. Okay. Ah oui, et puis si vous avez menti, vous avez le droit de l'attaquer pour une exécution contractuelle. Il n'y a pas que la CNIL qui peut l'attaquer, bien sûr. Après, il y a tout ce qui est l'acquisition Facebook et compagnie. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a tout ce qui va être… Donc, c'est que là, vous constituez votre propre base. Là, on est, que ce soit B2B, B2C, de toute façon, la personne, en fait, le principe, c'est effectivement que les personnes viennent sur votre site, qu'ils aillent sur le formulaire de contact, qu'ils vous appellent, qu'ils vous laissent un message, peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'ils viennent et qu'ils vous contactent, d'accord? Parce que de toute façon, si la personne vient via Facebook, elle vient sur votre site, vous avez l'aspect cookies. L'aspect cookies, il n'est pas vraiment identifiant. Il vous donne des informations, mais il n'est pas identifiant. Et après, il y a l'aspect vraiment constitution de base, la personne vous appelle. Si la personne vous appelle, donc je suis le flow, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, peu importe, je vois une publicité Otari, hop, ça m'intéresse, c'est exactement ce que je voulais. Je clique, j'arrive sur le site Otari, je suis intéressé, je contacte. Pas de problème, à partir de là,
vous avez son contact, qu'on soit B2B, B2C, vous avez le droit de le contacter sans problème, d'accord? La seule chose qu'il faut faire, il y a 2 choses à respecter, et que ce soit B2B, B2C. Un, c'est la durée, pendant combien de temps vous pouvez le prospecter. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le droit, donc il vous a contacté, vous avez le droit de l'entrer dans votre base de données, vous avez le droit de lui envoyer de la prospection commerciale, vous avez par email, par SMS, peu importe, par téléphone. Par contre, ce qui est fondamental, c'est déjà vous avez le droit de le faire que pendant 3 ans, à compter du dernier contact. C'est-à-dire que je vous ai contacté une fois, je suis intéressé par un logement neuf. Là, il se passe un délai de 3 ans, où pendant 3 ans, vous avez le droit de me contacter. Si ce délai est dépassé de 3 ans et que je ne vous ai jamais recontacté depuis, vous devez normalement, vous n'avez plus le droit de me contacter. C'est interdit, d'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut en fait toujours permettre aux personnes, je vous ai parlé d'opt-in tout à l'heure, c'est-à-dire le consentement qui permet, qui autorise la prospection, mais peut-être qu'un terme vous parle, c'est l'opt-out. L'opt-out, c'est quoi? C'est le fameux bouton se désabonner qu'on a dans tous les mails. Ne l'oubliez pas, celui-là est fondamental parce qu'en fait, vous avez le droit de prospecter pendant 3 ans jusqu'au dernier contact, mais à la condition que vous ayez, informé des sources, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais 2, que vous ayez le bouton désabonner. Si jamais il se désabonne, avant la fin des périodes des 3 ans, vous n'avez plus le droit de le prospecter. D'accord? On est d'accord. Un dernier point qui est intéressant pour la reconstitution de base, parce que, et ça d'ailleurs, je l'ai déjà vu, alors, je ne sais pas si ça vous arriverait, mais attention à ce point-là, je le dis parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. On vous propose une base de données qui, par exemple, on vous dit, je cède ma structure, j'ai une base de données que je veux vendre, qui fait partie du fonds de commerce, par exemple, du bail. Attention, parce qu'en fait, vous avez peut-être dans la base, vous allez avoir 2000 contacts, mais en fait, il y en a peut-être 1500 où le délai de 3 ans est dépassé. Donc, vous n'avez plus le droit de les contacter. Donc, en fait, la valeur n'est pas la même. Hein, et je vous dis ça parce que justement, comment on fait pour valoriser sa base et pour qu'elle continue à être alimentée? Parce qu'on va dire, au bout de 3 ans, il faut arrêter de prospecter. Embêtant. Donc, comment on fait? C'est qu'en fait, par exemple, à J-1 mois, enfin à M-1 ou à S-2, peu importe, c'est vous qui décidez. En gros, avant la fin du délai de 3 ans, si jamais vous n'avez jamais recontacté, vous avez le droit de lui envoyer un email ou de le contacter, lui dire, écoutez, on vous a dans notre base de données. Est-ce que vous êtes encore intéressé par des logements neufs? Si oui, est-ce que je peux continuer à vous envoyer de la prospection? S'il dit oui, pas de problème. Vous avez le droit de continuer. Le délai, il repart. Ça, c'est la première chose. Et si vous recontactez au fur et à mesure, donc vous avez plusieurs contacts, à chaque fois, le délai repart. Je vous ai contacté une fois, le délai de 3 ans. 2 mois après, je vous recontacte, hop, ça repart pour 3 ans. Donc ça permet d'avoir une base qui est à jour quotidiennement et qui est utilisable quotidiennement. Ok. Donc ça, c'est important. C'est très important. Et vraiment, faites attention effectivement, à la session de base. D'ailleurs, en fait, j'en reviens à tout à l'heure, à l'achat de lead dont tu parlais, Thibaut. Normalement, les sociétés, elles font quand même très attention à ce point-là, les questions de durée de conservation. Hein. Normalement, c'est l'équivalent, il n'y a pas le sujet, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais imaginons, c'est un acteur qui n'est pas très sérieux, il faut s'assurer que la base, en fait, elle est utilisable. Encore une fois. Super. Sur la partie, après, du coup, je vais direct à la fin, du prêt de base, du partenariat. Tu dis, tiens, ouais, j'ai un confrère avec qui je travaille, avec qui je m'envoie beaucoup de business parce il est courtier, je ne sais pas, il est banquier, voilà. Et on se dit, tiens, est-ce qu'on voudrait faire soit, premier cas de figure, une communication commune, soit deuxième cas de figure plutôt, ça, il me prête sa base, ça me permet de shooter dessus, moi je lui prête la mienne, on échange. Est-ce que ça, on a le droit de le faire? Si oui, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? Alors, bonne question, à ton avis? On n'a pas vraiment le droit de le faire. En fait, ça dépend de quand on parle. En B2C, c'est no way. Okay. No way. La CNIL a tapé très fortement sur une structure il n'y a pas longtemps et elle a dit ça, c'est impossible de chez impossible. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a le consentement préalable, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc en fait, et puis, tu en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Thibaut, il y a la question aussi éthique. C'est qu'on est dans une situation aujourd'hui, le monde a changé par rapport à la prospection, et notamment lié au RGPD. Même si on avait le droit, je pense que vous shootez des gens comme ça en B2C, les gens ne l'acceptent plus aujourd'hui. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas contents, et vous avez beaucoup de chance pour qu'ils aillent se porter plainte auprès de la CNIL. Et au bout de la 5e plainte pour prospection, vous recevez une lettre de mise en demeure, c'est sûr. Donc en gros, vous avez vraiment ce sujet-là
Enfin, ne faites pas. Voilà. Ne faites pas ce aspect-là en B2C. Tu as parlé par contre d'un autre point qui est intéressant, c'est de faire une communication commune. Voilà. Alors ça, éventuellement, en fait, là où tu peux un peu jouer sur ce genre de choses, c'est pas vraiment une communication commune. C'est par exemple, tu vas avoir ton partenaire qui, lui, va faire une communication disant, si vous voulez, on a un partenariat avec telle structure qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à la contacter. En fait, c'est lui qui fait la communication, parce qu'il a le droit, et il vous intègre dedans. Là, il n'y a pas de sujet. D'accord. Donc ça, c'est un moyen un peu détourné, mais du coup légal, de dire, bah, tiens, on se met aussi, on met en avant le partenariat, le service. Tout à fait. Bon, c'est un peu différent, c'est un peu plus engageant, puisque du coup, bah, ça officialise un peu un lien de partenariat. Mais du coup, voilà. Mais ça, tu as tout à fait le droit. Et alors, il y a une autre possibilité, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Tu fais un événement commun. Tu fais un événement commun, donc la base de données, elle est commune. Et donc, tu as le droit, pour le coup, de faire chacun a le droit de faire des communications différentes. Ça, tu as le droit aussi. Voilà. Et juste un point, c'est sur le B2B. Sur le B2B, oui, on a le droit. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous diraient c'est totalement interdit, c'est totalement scandaleux, la CNIL n'a jamais dit ça, etc. C'est-à-dire de transférer des bases en B2B. La réalité, c'est que la CNIL, à chaque fois qu'elle fait une communication, du moins de ce que j'ai vu moi, en termes de transfert de base, elle fait exprès de ne pas dire si c'est du B2B, B2C. Comme ça, elle entretient le flou. Mais la réalité, c'est que juridiquement, si on est sur même logiquement, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de consentement préalable. Pas de consentement préalable en B2B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai le droit de faire de la prospection comme je veux. J'ai le droit d'aller sur LinkedIn, de constituer ma base et d'aller shooter des gens. La seule chose que je dois faire, c'est de les informer de ma source. Je l'ai eu sur LinkedIn, j'ai eu par une base, etc. Donc, il n'y a aucune raison juridique qui m'interdit, par exemple, j'ai une base de données, imaginons PropTech, de l'envoyer au Otari ou inversement. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est dans l'information, dans le mail qu'ils vont envoyer, il y a une petite mention en dessous, attendre cette mention d'indiquer la source. Je l'ai eu, par exemple, par l'intermédiaire d'un de mes partenaires, d'un de mes clients. Voilà. À partir du moment où on a respecté ça, il n'y a normalement rien juridiquement qui s'y oppose. Néanmoins… Est-ce que l'opt-out est également… Tout à fait, toujours avoir l'opt-out. Lien pour tout le monde, lien de désinscription et toujours, de la source où on a obtenu l'information pour montrer qu'on n'a pas volé, je dirais, l'information et qu'on l'a bien obtenue légalement. C'est ça. Exactement. Nous, par exemple, dans nos mails de prospection commerciale, parce que nous, on fait de la prospection commerciale alors qu'on fait du RGPD, typiquement, voilà, et typiquement, on met un pavé où on explique qu'on a eu les données soit via LinkedIn, via justement Drop Contact, on utilise cet outil, etc. Et en fait, ça permet… on parlait d'éthique tout à l'heure. En fait, et nous, tu le sais Thibaut, on a été victime de cette confusion entre le légal et l'éthique. Parce que nous, au début, pour vous donner juste un micro use case, c'est qu'on parle tout à l'heure du lien des inscriptions. Le lien des inscriptions, il est effectivement… l'opt-out est souvent considéré est souvent mis en œuvre via un lien des inscriptions, ce que tout le monde connaît. Mais en fait, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de permettre à la personne de se désabonner. Peu importe que ce soit un lien de désabonnement ou que ce soit, par exemple, par SMS, c'est toujours vous envoyez stop, par exemple, au SMS. Ce n'est pas un lien des inscriptions. Et en fait, les liens des inscriptions, ce n'est même pas en vrai la meilleure… Si on veut respecter le RGPD de manière ayatollah, ce n'est pas la meilleure pratique. La meilleure pratique, c'est plutôt le stop. Et donc, nous, on nous mettait dans nos mails, on disait « dites stop ». Envoyer stop à tel mail. Et en fait, on s'est fait massacrer par une personne sur LinkedIn qui pensait qu'on ne respectait pas le RGPD parce qu'on n'avait pas mis le lien de description, mais on avait mis stop. Et voilà, donc il y a vraiment, là où il faut faire attention, c'est que, et c'est là où je veux en venir avec la transfert de base de données en B2B, vous avez le droit de le faire, mais attention à l'éthique. C'est-à-dire que vous avez le droit de le faire, mais les gens comprennent très bien que vous ayez constitué votre base via LinkedIn. Ils ont du plus de mal à comprendre qu'on vous ait envoyé une base comme ça toute faite et que vous l'utilisez. Pour aller encore un tout petit peu sur ce cas précis, je sais qu'il y a beaucoup aussi de… Et là c'est un point qui est peut-être un peu touchy et je n'ai pas du tout de la réponse, mais que je trouve intéressant. On a des mandataires qui appartiennent à un réseau et qui donc vont bosser en équipe dans des agences ou dans le réseau. Et la plupart des mandataires vont faire de l'ancien. Certains vont être spécialisés dans le neuf, soit en résidence principale ou en invest. De la même manière, est-ce que quand un contact est capté sous une enseigne,
est-ce que du coup on a le droit de se le transmettre parce que je dirais, ben, tiens, on répond toujours à la demande du particulier qui, lui, a fait la première démarche. Donc à ce moment-là, est-ce qu'un particulier qui vient sur un site web et qui dit bah oui, je cherche un bien, est-ce qu'on a le droit, du coup, plusieurs personnes dans le même réseau de l'adresser à ce moment-là? Alors, ça dépend ce que tu appelles par réseau. Alors, tu vois, il y a des enseignes, je ne sais pas, XP, si tu parles d'une ancienne, comme par exemple IAD, voilà, plein de réseaux comme ça qui voilà, vont du coup faire de la pub et qui vont communiquer. Mais après, au sein de ces réseaux, les gens sont juridiquement indépendants. Oui, c'est ça. Mais sont liés par un contrat de mandat, en fait, de mandant, quoi, mandataire. Tout à fait. Alors, comme ça, je te dirais non. C'est une question qui est assez compliquée. Non, mais là, non, mais tu me poses pas une colle. Hein. C'est juste que je veux être sûr de pas me tromper sur ce que je te dis et je veux être sûr de bien comprendre. Donc, tu as le B2C mandataire, il appartient à un réseau, mais on est d'accord, toutes les structures sont indépendantes. Ouais, c'est voilà, pas comme, on parle même pas de franchise là, on parle vraiment de. Non, c'est vraiment de la micro-entreprise. On est d'accord. C'est ça. Là, malheureusement, en fait, le mandataire, il a un contrat avec son mandant et les données sont celles de son mandant, en fait, celles qu'il collecte, et pas celles d'autres potentiels mandants qui, même s'ils appartiennent à un réseau. Typiquement, on prend Agence Réunie, c'est peut-être ça que tu veux dire, par exemple. Typiquement, ouais, il y a des, tu vois, il y a des il y a un réseau. C'est ça. En fait, le problème, c'est que je suis peut-être membre d'un réseau, mais chaque membre est indépendant. Et donc, en fait, si tu le fais, il y a un double problème. Il y a un problème par rapport au mandant, il y a un problème par rapport au consommateur. Parce que le consommateur, lui, il est venu pour un mandataire auprès d'un mandataire qui est près d'un mandant. Et le mandant, c'est sa base de données à lui. Ok. Et pas celle des autres. C'est un point, je pense, important aussi dans la valeur qu'un mandataire peut obtenir de son expérience à un moment donné, de sa clientèle, en fait, ou de sa base, quoi. C'est-à-dire, ça m'appartient bien à moi, tout le travail que j'ai fait, et que ce soit mes prospects, si je les ai obtenus, et mes clients, c'est un élément important, en fait, de sa propre valeur du travail. Tout à fait. Alors, il faut que je vérifie un point, parce que je ne vais pas vous donner un oui catégorique, mais j'en suis quasiment sûr, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais à chaque fois, je préfère quand même vérifier. C'est que le mandataire, il est en fait ce qu'on considère comme sous-traitant au sens du RGPD. Parce qu'il va traiter les données pour un mandant, pour le compte du mandant. Et donc, en fait, ça veut dire que les données sont bien celles du mandant. D'accord, ok. Ok. Si on va aller l'étape d'après, donc on a adressé les mails, on a adressé cette partie-là. Alors, il y avait un petit point que je trouvais intéressant aussi, c'est le réseau personnel. Ouais. Les copains, quelqu'un, des gens qu'on connaît ou bien appelle-le de ma part, fais quelque chose de ma part, tiens, je te passe. Dans quelle mesure est-ce que c'est pareil? On est à la frontière souvent entre l'éthique et entre la loi, je dirais, mais qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller, quoi? Ouais, alors, effectivement, c'est vraiment la frontière. Ta réponse, hein. On a deux questions qui sont arrivées dans le chat. On va y répondre juste après. Ouais. Non, mais on y répondra après. On les a bien vues avec non, effectivement, c'est une bonne question parce que pour le coup, c'est un peu l'inverse. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, légalement, je suis pas sûr que ça soit normalement le truc le plus parfait. Mais en réalité, dans l'éthique, c'est très bien accepté. Vous ne ferez jamais taper dessus par quelqu'un qui va vous dire appelez, c'est mon pote, je le connais, appelle-le, etc. Jamais de la vie. D'autant plus qu'il y a deux manières de le faire. Il y a la manière, je te mets en relation. Alors là, juridiquement, tu es nickel. Hein, c'est-à-dire que je t'envoie un mail ou je t'envoie un texto et hop, chacun est lié. Et puis, il y en a un qui rebondit, il rebondit pas. Bon, s'il rebondit pas, c'est fini. S'il rebondit, c'est bon. Là, il n'y a aucun problème. Puis, si c'est comme ça, oui, là, c'est plutôt... là, c'est vraiment... jamais vous ferez taper dessus. Voilà, tu n'as pas de risque particulier là-dessus, à mon sens. Hein. Voilà, parce qu'il faut toujours vigiler en termes de risque, en fait. C'est qu'il y a des obligations aussi. Il y a aussi il y a des obligations, mais il y a des obligations qui n'ont finalement... qui sont en pratique, n'ont pas de sens. Et là, effectivement, tu vas pas demander tu peux toujours aller appeler ton pote, lui dire est-ce que j'ai le droit à machin, mais si tu sais que ton ami, il est très intéressé par un bien, par exemple, neuf, et que tu connais quelqu'un qui va le vendre, tu vas pas passer des heures, ils sont tous les deux d'accord, en fait. Ok. Ça, c'est top. Une question qui me vient aussi comme ça, un sujet, hein, c'était un peu l'idée, hein, c'est toujours échanger, encore une fois. Ouais, je t'en prie, vas-y. Donc, avant la question d'Eduardo, hein, sur les clients, on viendra après, mais
si on reste sur les prospects, donc on va dire je fais des démarches sur mes réseaux sociaux, sur mes comptes ou quoi pour obtenir des mandats. Et si j'obtiens des gens qui, à l'époque, on va dire, je fais de l'ancien, j'essaie de proposer de l'ancien, j'obtiens des gens qui me disent, bah oui, ça m'intéresse. À l'époque où ils me contactent, je recherche un appartement voilà, de tel endroit. Et finalement, je ne fais pas affaire avec eux, enfin bon, on n'avance pas. Est-ce qu'un an après, j'ai le droit de les recontacter pour autre chose? Et ben maintenant, je fais de la gestion de patrimoine. Je propose de l'invest. Est-ce que comme c'est de l'immobilier, on peut dire que c'est pareil? Ou est-ce que l'objet, en fait, de la demande initiale est important ou pas? C'est une excellente question. Et effectivement, oui, tu as le droit. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'opt-in, c'est le consentement préalable pour la question pour pouvoir prospecter, notamment en B2C. D'accord? Mais en fait, il y a une exception à ça. C'est-à-dire que l'opt-in, il tombe si tu es déjà client ou si tu as déjà été en contact avec la personne. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, tu as le droit. C'est pour ça que, par exemple, tu as acheté quelque chose ou tu as été en contact avec quelqu'un, on peut t'envoyer de la prospection commerciale pour des activités qui sont similaires. D'accord. En fait, voilà, donc évidemment, si demain tu étais dans l'ancien et que tu veux vendre du neuf, en fait, il n'y a aucun problème parce que finalement, c'est la même chose. Si par contre, tu veux vendre demain des crédits immobiliers, là, on n'est pas du tout dans la même chose. Là, quand même, on sort, même si c'est lié à l'immobilier. Je pense que après, la limite, il n'y a pas de. Comment dire, il faut l'évaluer. Mais pour moi, là, on sortirait de ce champ. Par contre, si tu es toujours dans le schéma immobilier, que tu veux vendre du neuf, du vieux, des beaux commerciaux, j'en sais rien, ça ne me choque pas du tout. Tu as tout à fait le droit de le faire. Et il y a un autre point qui est important, c'est que tu as le droit de le faire, mais on en revient à ta question de tout à l'heure, c'est que tu as le droit de le faire par la personne qui t'a déjà contacté, pas par une autre. C'est pour ça que si tu avais un mandataire, lui, il a le droit de continuer à t'envoyer ou son mandant, mais pas d'autres personnes que tu connais l'IDEF du DADAN. Et donc, un client, est-ce que le délai de 3 ans court de la même manière dans ces cas-là, ou est-ce que sur un client avec qui on a contractualisé officiellement une relation commerciale, ça peut être plus long? Alors, le principe, c'est toujours 3 ans. Toujours 3 ans. Après, en fait, pareil, encore une fois, ça dépend. Si c'est une vente one-shot, par exemple, donc un achat pour le coup de biens immobiliers, là, c'est une fois, et là, c'est un délai qui est de 3 ans. Alors, la CNIL accepte certaines choses vraiment, pour certains secteurs, accepte un délai différent. Je crois qu'il y a à peu près limite que l'automobile, où elle a accepté que ce soit 5 ans, quelque chose comme ça. C'est vraiment hyper rare. Hein. 99,9% des cas, c'est 3 ans. Par contre, mais c'est 3 ans à partir du dernier contact. Donc, par exemple, imaginons que tu es dans la location. Bah, en fait, tant que je suis locataire, ce délai, il se poursuit tout le temps. Okay. Tu vois, le délai de 3 ans ne s'arrêtera que quand, en gros, c'est le point de départ des 3 ans, ça sera la fin de mon contrat de bail. Ouais, je comprends. Là, c'est vraiment intéressant de se dire aussi sur vos bases, de mettre en œuvre du coup des pratiques qui des fois sur certaines communications qui incitent juste à une réponse, à une question, enfin voilà, à engager un petit échange qui fait que ça prolonge directement pendant très longtemps en fait le droit de prospecter sur votre base. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est vraiment super intéressant. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, c'est hyper intéressant parce que ça valorise votre base et ça permet, si vous le faites pas, de toute façon, au bout de 3 ans, en fait, un lead, au bout de 3 ans, il s'est passé plein de choses. Et donc en fait, au bout de 3 ans, si de toute façon vous le maintenez pas à jour, votre base, est-ce que ça a un intérêt de le contacter au bout de 6 ans sans contact? Je suis pas sûr. Alors, on passe à l'étape juste après, qui pour moi aussi est cruciale, et je sais que je t'avais beaucoup sollicité là-dessus quand tu étais venu. C'est j'ai acheté ma base, je suis dans la légalité, voilà, et je commence à appeler parce que je reçois des leads. Et en fait, plusieurs fois, les gens vont me dire, attendez, mais pourquoi vous m'appelez? En fait, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas demandé, je vous avais pas le droit de... Excuse-moi. Ce cas de figure, il est... voilà, et c'est pareil, on a 2 façons d'y répondre, et la légale et puis la commerciale, je dirais, et l'éthique. Qu'est-ce que toi, comment est-ce que, avec ce cas de figure-là, quels sont les petits tips que tu peux avoir pour y répondre? Ouais. Alors, oui, juste un point, excusez-moi, hein, je suis un petit peu malade, donc ça m'arrive de tousser. Je suis désolé, Thibaut, je t'ai coupé. Voilà, j'essaye c'est pour ça que je bois beaucoup d'eau pour essayer de pas tousser. Donc oui, effectivement,
comme on le disait tout à l'heure, vous avez le droit d'appeler, vous avez le droit d'envoyer des emails, vous avez le droit même dans certains cas d'envoyer des SMS en ayant acheté une base. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont se dire mais je vous connais pas, pourquoi vous vous appelez? Et ça arrive souvent, et les gens sont de plus en plus virulents là-dessus. Et donc effectivement, les bons tips pour éviter de se faire taper dessus, c'est encore une fois, c'est en fait la bonne information. Et donc, que ce soit par mail ou par SMS ou par téléphone, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de dire, voilà, on est machin, on a eu vos informations par tel moyen. Si vous voulez plus d'informations, vous avez un droit d'accès, de machin. Vraiment, dire en fait une petite phrase RGPD de 10 secondes. Hein. Mais voilà, on a eu vos informations par tel moyen. Vous disposez d'un droit d'accès et d'effacement auprès de nous. Pour plus d'informations, vous pouvez avoir toutes les informations qui vont bien sur notre site web dans la politique de confidentialité. Hop, s'ils veulent plus d'informations, ils vont sur le site, ils regardent votre politique de confidentialité, ils ont toutes les informations sur les droits d'accès, les droits à l'oubli, la durée de conservation qui est de 3 ans, la manière de le supprimer, etc. Et vous avez fait votre travail, d'accord? Donc, c'est vraiment une question de en fait, il ne faut pas avoir peur de dire pourquoi vous avez eu la donnée et comment vous l'avez eu. Et ça, il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire. Parce que plus vous donnez d'informations, plus vous rassurez les gens. Et déjà, un, c'est une obligation. Et deux, en fait, ça marche très bien. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on fait. Franchement, en commentaire RGPD, comme on fait du RGPD, quand on fait de la prospection, les gens ils se disent « Oh, mais vous ne respectez pas le RGPD, vous faites de la prospection, c'est scandaleux. » Donc, on a un bon pavé, ce qui fait qu'on a réduit de 99,9% les messages virulents. Parce que les gens savent pourquoi et comment. Donc, n'hésitez pas, et c'est hyper important, à avoir cette petite mention, que ce soit dans un mail ou par téléphone. Et juste un dernier point, c'est que vous ne pouvez pas tout dire au téléphone et vous ne pouvez pas tout dire dans la mention. C'est impossible, parce qu'en fait, le RGPD vous impose d'avoir la fameuse politique de confidentialité ou qui fait un pavé. Donc, évidemment, vous n'allez pas passer 3 heures à tout dire au téléphone. C'est pour ça que je vous dis, ce que vous faites, c'est que vous avez la meilleure pratique, c'est que vous avez une politique de confidentialité avec tous les traitements que vous mettez en œuvre, dont la prospection, sur votre site. Tout est centralisé sur une politique sur votre site. Et comme ça, vous renvoyez tout le monde vers ça. Voilà. Ah oui, vous voulez plus d'infos? Allez, n'hésitez pas, il y a toutes les informations qui vont bien. Je pense que c'est vraiment important. C'est que dans ces cas-là, ça peut être aussi une opportunité de montrer son professionnalisme et de dire, écoutez, voilà, moi, je comprends. Effectivement, on ne se connaît pas. J'ai obtenu vos informations par un partenaire, un tel ou un tel. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que nous, on est très sensible justement au respect des données personnelles. Donc, je vous donne accès à notre site internet dans lequel vous avez toutes les démarches. Vous pouvez juste m'adresser un mail et on vous retirera, bien entendu. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, on peut dire, voilà, en revanche, vous aviez quand même émis un intérêt sur tel sujet. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ou pas? Et je pense que si on l'a abordé de manière positive, en laissant la liberté aux particuliers, bien entendu, de faire toutes les démarches auxquelles il a le droit et de garder ses données, on peut très bien engager une discussion avec, du coup, avoir retourné un petit peu la frustration et la virulence du propos de départ, et du coup, sur des bases très saines et très professionnelles, et dire, voilà, comment ça passe. Alors, c'est tout à fait juste, hein, Thibaut, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Thibaut. Nous, on le fait, et ça marche très bien. Effectivement, souvent, vous allez avoir des gens, en fait, qui comprennent pas pourquoi, même si vous avez mis toute l'information, si vous avez un message virulent, c'est les gens qui comprennent pas. Et donc, en fait, en leur expliquant gentiment, effectivement, nous, on est très sensible à ça, on fait très attention, voilà, un peu mea culpa, peut-être qu'on n'a pas assez expliqué, on est navré, mais on peut encore plus vous expliquer, n'hésitez pas, hein, ça marche très bien. C'est vraiment très important parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a 2 sujets. Là, on parle aussi beaucoup de ce qu'on a le droit de faire et de la CNIL en cas de risque, en cas de contrôle ou en cas de dénonciation. Mais il peut aussi y avoir, et toi, Raphaël, tu l'as bien connu, tu en parlais tout à l'heure, je te remercie de cette transparence, un peu un bad buzz sur les réseaux, d'autant plus en étant professionnel, tu t'es fait attaquer de manière très virulente par quelqu'un qui a un énorme réseau très médiatique, voilà, sur une erreur de sa part. Et ça a été assez compliqué pour toi, mais finalement, tu t'en es sorti par le haut. Voilà, parce que tu as répondu déjà, sans agressivité, en disant pas la loi me permet, juste et la loi c'est ça, en disant bien, alors premièrement, oui, même si la loi me le permet, peut-être qu'on peut faire autrement, et voilà ce qu'on a proposé, ce qu'on a mis en place pour le respecter. Et finalement, en engageant une discussion aussi assez courtoise et en allant un peu affronter, sans être ni donneur de leçons, ni violent à soi-même,
en allant affronter ces sujets-là. Et je pense que c'est important pour vous aussi d'avoir toujours bien à l'esprit ce côté-là. On a beau devoir faire du business, on a beau être dans son droit ou des fois pas. Attention aussi à ce sujet d'éthique qui, moi, je trouve, encore une fois, est encore plus important presque aujourd'hui, surtout quand on est indépendant, que réellement la CNIL, dans le sens où la CNIL irait pas très souvent taper sur des indépendants, il faut vraiment y aller fort, tout simplement par un souci de solvabilité. Hein. Et aussi des démarches qu'ils engagent. En revanche, vous avez, à mon avis, votre réputation et un capital considérable pour vous en tant qu'indépendant, que vous apparteniez à un réseau ou pas. C'est votre principale valeur et le professionnalisme. Et ces sujets-là sont vraiment dans la tête du particulier et doivent arriver souvent. Et donc, ça peut être un levier, c'était tout l'objet aussi de ce matin, d'en faire un levier de différenciation et d'argumentation. Oui, tu as tout à fait raison. Hein. Et effectivement, non, mais tu l'as très bien dit. Et nous, tu l'as très bien expliqué. Finalement, on s'en est très bien sorti, mais on a eu très peur. Et effectivement, c'est parti sur une mauvaise compréhension. Et comme quoi, on a aussi nous-mêmes appris, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, typiquement, le bouton de désinscription n'est pas une obligation, puisqu'on peut trouver d'autres moyens qui sont finalement plus RGPD. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est tellement une pratique qui est entrée dans les têtes qu'en fait, si vous ne l'avez pas, même si vous proposez une autre manière, et ben en fait, vous allez paraître comme ne respectant pas. Donc, en fait, effectivement, il y a par moment une confusion qui va se faire entre l'éthique et des sortes de bonnes pratiques qui vont se créer. Et donc, n'hésitez pas plutôt je vous invite effectivement pour l'opt-out, par exemple, à mettre ça. Il est 43, normalement, on prévoit 45 minutes. Une dernière question que moi, je trouve très importante. Je connais la réponse, je suis obligé de la poser parce que on a tous eu envie de la faire. C'est simple, je suis salarié d'une boîte, voilà, j'ai envie de me mettre à mon compte. On sait comment ça se passe la plupart du temps, on négocie une rupture conventionnelle, et puis je me lance. Et au moment de partir, je suis tenté de me taper dans le pot de miel. C'est un peu les miens, les contacts, puisque c'est moi qui ai bossé pendant 3, 4, 5 ans. Et ben, je fais un petit export Excel et je pars avec. Alors, non, mais c'est une bonne question. En fait, c'est marrant que tu dis ça. Moi, j'ai travaillé l'un de mes plus gros dossiers quand j'étais avocat. C'était sur une très belle start-up, je ne peux pas dire, mais tout le monde connaît, qui, justement, c'est ça qui s'est passé. Il y a une société concurrentielle qui s'est créée. Lui, il a été embauché pour créer la boîte concurrentielle. Il part, il fait tous les exports. En fait, là, j'ai envie de te dire qu'il y a même d'abord, avant le sujet RGPD, qui existe, hein, mais c'est d'abord un sujet pénal. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être considéré comme du vol auprès de ta structure et comme du recel, etc. Donc déjà, toi, tu te mets, tu vois, gros danger pour toi. En plus, tu as une obligation de confidentialité, etc. dans ton contrat de travail que tu ne respectes pas. Donc, en plus, tu ne respectes pas tes engagements en termes de droit du travail. Donc déjà, avant même le RGPD, tu n'es quand même pas bien. Après, ceci dit, tu peux avoir effectivement noué des relations avec des contacts privilégiés pendant plusieurs années. Tu as évidemment le droit de leur dire que tu veux partir. Tu n'as pas du tout le droit, par contre, donc ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu as sur LinkedIn, et c'est vrai que ça peut exister, ça s'appelle le social selling en fait même. C'est par exemple, je suis sur LinkedIn, dans le cadre de mon travail, j'ai utilisé beaucoup LinkedIn, j'ai un énorme vivier dans mon LinkedIn, je vais évidemment pas le supprimer, ça reste mes contacts, même si j'ai travaillé pour la boîte. Néanmoins, ce que je peux pas faire, c'est les contacter en leur disant voilà, je suis parti, je fais un truc 1000 fois mieux, en fait ils sont nuls, ce qu'ils faisaient c'était pas bien, venez chez moi. Non, tu n'as pas le droit de le faire. Ce que tu peux dire, de toute façon tu le vois sur LinkedIn, hein, tu dis je change de poste, je crée une structure, je suis très heureux. Si des gens veulent vous suivre, ils ont le droit, et c'est uniquement, il faut que ça soit à leur initiative. Il faut faire très attention, il y a beaucoup de contentieux là-dessus. À ce sujet. Là, c'est vraiment pas un problème RGPD parce que quoique, ceci dit, ça peut être un truc RGPD, ceci dit, parce que si après en plus tu shootes tout le monde alors que tu n'es plus la même boîte, oui, en plus tu as de grands risques que, les gens ils disent mais attendez, je ne vous comprends pas, etc. Qui contactent en plus ton ancienne boîte et qui disent que tu es en train de les prospecter voilà, à fond, risque énorme. Ok. Deuxième cas de figure, un peu plus précis, peut-être trop. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Je suis mandataire, donc on a bien compris, je suis indépendant, j'appartiens à l'IAD, je travaille pendant 1 an, voilà, j'ai 500 contacts. Là, Keller Williams, je me dis, non, c'est mieux. Donc, je passe chez Keller Williams. Mes contacts, du coup, tout
tout à l'heure, je n'ai pas tout à fait bien compris. Moi, est-ce qu'ils appartiennent du coup à moi, Ouais. indépendant, et j'ai le droit du coup de les adresser, on est dans le même objet, le même truc, voilà. Ou est-ce qu'ils appartiennent du coup au départ à IAD, ou est-ce que ça dépend de comment je les ai obtenus? Ils m'ont été envoyés par le réseau, bah forcément, ils appartiennent au réseau. Si par contre, c'était de la prospection propre, mon fichier à moi, bon, ouais, ces petites nuances, hein, on va un peu loin dans le détail peut-être sur ça, Non, non, c'est la même logique, hein. En fait, ce que je te disais, c'est qu'effectivement, normalement, de souvenirs, et c'est pour ça que je voulais pas mettre une réponse définitive, de souvenirs, quand on est mandataire, on est sous-traitant. Mais on est sous-traitant sur du RGPD, c'est-à-dire qu'on traite les données pour le compte d'un autre. Mais effectivement, c'est peut-être plutôt quand je t'envoie ma base, par exemple. Que je dis, c'est moi, je t'envoie ma base, tu vas prospecter, je te mandate pour que tu ailles prospecter des gens à ma place, mais c'est ma base, bah là, c'est ma base, c'est ma base. Effectivement, on est après en toute logique, celui qui va, dans le cadre de son activité, créer sa propre base pour aller prospecter par-ci par-là via LinkedIn, via je ne sais quoi, et qui se crée sa propre base, qui après partage à son client mandant. Là, on est dans la même logique qu'avant. C'est-à-dire que je me suis créé une base sur LinkedIn, a priori. Je pense, mais je ne veux pas y mettre un oui définitif. Il faudrait que j'y réfléchisse et que je fasse quelques recherches là-dessus. À mon avis, dans ce cas-là, la base, c'est toi qui l'as constituée. Donc, tu as le droit de l'utiliser. Et je pense que c'est le cas, puisque c'est la même chose que nous, on a beaucoup de clients qui sont. C'est pas vraiment du mandam, c'est presque la même logique, mais c'est des recrutements, des sociétés de recrutement. Alors, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est un peu la même logique, c'est qu'en fait, on va les saisir pour aller faire du recrutement à la place de la boîte. Ils vont aller se constituer une base, et en fait, ils ont le droit de continuer à utiliser cette base. Par contre, si je leur envoyais une base en disant bah, maintenant tu vas prospecter tous, enfin tu vas aller recruter, tu t'occupes de faire le process de recrutement pour cette base-là, là non, ils n'ont pas le droit. Ok, compris. Alors moi, je voulais vous alerter sur un truc aussi, un petit tips sur l'emailing. Voilà, faites attention à une chose, c'est que souvent on va dire bah tiens, j'ai ma base, j'en ai jamais fait, j'ai le droit. Là, on a vu les cas de figure, on a le droit. Et d'un coup, on shoot alors qu'on l'avait jamais fait. On va sur Internet, on trouve une petite solution gratuite, Mailjet, je sais pas, Mailchimp ou autre. Et d'un coup, on envoie 800 mails. Et en fait, on se prend 200 spams parce que voilà, 200 non délivrés parce qu'en fait la base était pourrie, pas qualifiée. Alors là, c'est ni un problème RGPD, ni un problème nécessairement d'éthique. Attention vraiment quand vous faites des choses comme ça dans la prospection, simplement parce que votre nom de domaine, votre adresse, donc si vous envoyez depuis un Gmail, ça va. Et si vous avez votre nom de domaine de votre site internet et de votre activité, il peut rentrer et être blacklisté en fait par les fournisseurs. Et vous pouvez aussi avoir un risque demain où après, dès que vous envoyez des mails n'importe lesquels à vos clients, bah, ils n'arrivent pas. En fait, ils arrivent en spam et ils sont mal détectés. Parce que les fournisseurs d'accès vont dire, bah, lui, il envoie des choses de très mauvaise qualité. La preuve, les gens se sont mis désabonnés, ou alors spam. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est assez surveillé aussi, assez lu. Et donc, il peut y avoir aussi à un moment donné pour vous un sujet dans cette prospection un peu agressive de performance future et de risque à un moment donné aussi de réputation et d'irréputation. Donc, au-delà même de votre image, mais bien une réputation numérique qualitative qui va servir à la délivrabilité de vos messages. De la même manière, n'oubliez jamais, je me permets de faire un petit point là-dessus, que quand vous allez communiquer sur les réseaux LinkedIn, Facebook ou autres, ce sont des algorithmes qui viennent analyser vos messages, les traiter, et donc un algorithme, il n'est jamais neutre. Soit il met du plus, soit il met du moins. Et donc, plus on va faire des choses que lui va trouver qualitatives, plus il va vous mettre des plus, plus il va vous mettre en avant. En revanche, si vous avez des démarches qui sont trop agressives et qui sont trop directes et qui n'ont pas de résultats, elles sont forcément tracées, ces démarches-là, et elles sont forcément dévalorisées. Donc, essayez bien quand même aussi de vous dire quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais dans un sens et en respectant un petit peu la logique du réseau sur lequel je suis et comment je le fais. Ce que je vous propose, c'est peut-être de quelques questions. Finalement, on avait pas mal qui ont répondu. On a tout répondu, même au fil de l'eau, normalement. Sur les clients, donc on a dit 3 ans, pareil, sauf si on a continué une relation commerciale avec ces gens-là. Effectivement, la prison ferme, on a bien compris. Ça reste du vol. Ouais, c'est ça. Vol et recel. Hein. Voilà, et recel. Donc, je vois que quelqu'un est en train d'écrire une question. Donc, on va essayer de la prendre.
Bah, pendant ce temps, je précise un point par rapport à ce que tu as dit qui est tout à fait juste. C'est aussi ne faites pas ce que moi je vois, c'est pour justement se valoriser. On a dit que le RGPD était quelque chose de valorisant. On peut d'ailleurs mettre des labels. Et en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui mettent un label RGPD. Ils ont trouvé ça sur Internet. Ils se mettent, on est RGPD compliant, conforme. Alors que ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire pour être conforme RGPD. Donc, ça veut dire qu'en mettant ça, vous engagez auprès de vos consommateurs, auprès de vos partenaires, auprès de vos clients, de tout le monde, vous engagez à être RGPD compliant. Si vous ne l'êtes pas, ne le mettez pas. Il vaut mieux pas le mettre, parce qu'en fait, ça veut dire que vous donnez vous engagez sur quelque chose de beaucoup plus fort et qui a pu influencer la décision de vos clients. Et ça, si jamais après on s'aperçoit que c'est pas vrai, le risque est beaucoup plus haut. Ça m'amène à 2 points. Premièrement, la RGPD a changé quelque chose de fort aussi sur la loi. C'est en fait qui porte le risque en fait. Et en tant que professionnel, aujourd'hui, vous ne pourrez plus dire « Ah, mais je ne savais pas, j'ai pris un éditeur de logiciel, n'importe qui m'a dit que c'était bon, je n'ai pas vérifié. » Ben non, ils ne vont pas forcément remonter à l'éditeur si vous n'avez pas vérifié. On considère que c'est à vous, professionnels, de vérifier et de faire, d'être de ne pas tout savoir et de ne pas être dans la conformité de vos fournisseurs, mais bien d'avoir demandé à vos fournisseurs s'ils étaient conformes. Ça, c'est important. Ça m'amène au deuxième point. C'est bien sur ces sujets-là de s'appuyer sur un partenaire comme DPO, mais il y en a d'autres aussi. On n'est pas là pour faire de la pub que pour DPO, mais en tout cas, ils sont excellents. Et de dire, merci, c'est gentil. Je l'externalise. Vous avez une offre qui est canon avec en fait, un suivi. Ce n'est pas une prestation, on dit tiens, je me mets tant pour être formé à des trucs que je ne ferai jamais, mais plutôt un petit suivi et un référent à qui je peux de temps en temps poser une question, clac, j'ai une réponse et montrer que ce sujet-là, il est traité. Et du coup, c'est vraiment intéressant de se dire aussi, je m'appuie sur un expert qui est externalisé et du coup, vous montrer en cas de problème et de contrôle une bonne foi énorme et d'avoir mis en place des actions qui sont quand même essentielles aujourd'hui si on veut se prémunir de difficultés. Oui, d'ailleurs, tu as soulevé un point hyper important, Thibaut, qu'on n'a pas traité de 1 minute sur la prospection, c'est sur les outils de prospection. Et en fait, c'est lié à ce que tu viens de dire qui est hyper juste. C'est qu'en fait, dans les éléments de du RGPD, parce qu'on ne nous a pas expliqué de manière claire ce que c'était que le RGPD. Mais en gros, dans le RGPD, il y a un point fondamental, c'est ce que disait Thibaut, c'est qu'en fait, il y a le contrôle des sous-traitants notamment. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une chaîne comme ça, vous avez vous, et vous avez des prestataires. Et dans vos prestataires, vous avez des outils de prospection. Et en fait, il faut faire très attention parce qu'il y a des outils de prospection qui, clairement, ne respectent pas le RGPD. Il y a des outils qui vont vous cliquer dessus. Alors, je ne citerai pas, mais vous cliquez vous utilisez l'outil, hop, il arrive à vous choper le numéro personnel 0607 du lead, alors que la donnée n'est pas est complètement confidentielle, qu'il l'a pris de manière donc, attention à l'outil que vous utilisez, d'accord ? Parce qu'il y a des outils de prospection, et en fait, on en revient encore à ce qu'on disait au tout début, c'est la source. C'est que vous avez des outils, vous dites, non, c'est bon, c'est nickel, d'accord, mais en fait, la réalité, c'est que vous devez contrôler votre outil. Si votre outil de prospection, il est pas conforme, il pose des problèmes, et en fait, vous vous mettez en danger, vous, parce qu'effectivement, ce que disait Thibaut, la responsabilité, elle va être sur vous par rapport à vos clients, pas sur votre éditeur. Vous pouvez toujours vous engager la responsabilité après, de l'outil. Mais le préjudice d'image, ça serait d'abord le vôtre. Emmanuel, votre question, je vous en remercie. Je ne comprends pas juste un petit point, je demande une petite précision. Donc, vous mettez, s'il vous plaît, donc des structures. Donc, on va dire, nous, on va faire on va mettre une vidéo de présentation sur LinkedIn, on est en B2B, mais alors, sur Facebook en B2C. Alors, je présente mes services. Vous mettez des gens se manifestent. Peut-on démarcher ces personnes directement? Alors, si je fais partie de la société, et que je pense que ces personnes ont commenté donc déjà voir si c'est un commentaire ou si c'est une demande de mise en relation. Est-ce que dans les 2 cas de figure, on a le droit d'engager la discussion? Est-ce qu'un commentaire, tu vois, sur un post, c'est assez intéressant, ça c'est une question vraiment très pertinente. Ou est-ce que c'était un petit peu plus, je dirais pas vicieux parce qu'on peut avoir envie de le faire. Est-ce que du coup, c'est sur un concurrent et je vois que des gens qui écrivent et qui donc manifestent un intérêt sur un sujet, même auprès d'un concurrent, je peux avoir envie de les démarcher sur un réseau social? Alors, ouais, effectivement, c'est assez intéressant comme question. Alors, c'était bien la deuxième, a priori, sur le vice de certains concurrents qui viennent utiliser ça. Ouais, alors, c'est particulier les réseaux sociaux parce que par exemple, c'est pas forcément considéré. Ça dépend déjà comment vous y prenez. C'est-à-dire que si vous allez, je recommence.
je mets un post, les gens manifestent un intérêt sur le post, j'ai tout à fait le droit de leur envoyer un mail disant « Merci d'avoir liké mon post. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. » Aucun sujet là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui a fait la démarche, une démarche d'intérêt. Et donc après, vous avez le droit de lui envoyer un message pour lui demander plus d'informations. Par contre, ne faites pas, et ça c'est plutôt, encore une fois, presque plus de l'éthique et de la bonne pratique que du légal, mais parce qu'il y a un peu un flou, je dirais, là-dessus. N'allez pas, après, essayer, surtout en B2C, prendre tous les mails de ces gens-là, essayer de trouver tous les mails de ces gens-là et leur envoyer de la prospection tout le temps. Non. Ils vous ont montré un intérêt, vous leur envoyer un message individuel. Nous, on le fait sur les webinaires. Voilà, merci d'avoir participé au webinaire. Est-ce que vous voulez plus d'informations? Les gens, ils disent oui, ils disent non. Voilà. Et après, vous pouvez lancer une discussion sans problème. Et sur les concurrents, par contre, les concurrents, difficile. Normalement, les concurrents, c'est pas leur message. Normalement, ils n'ont pas. Alors, encore une fois, il faut distinguer B2B de B2C. En B2B, ils ont tout à fait le droit. En B2B, ils ont le droit de voir que la personne elle était intéressée par tel service. J'envoie un message disant moi, je fournis le même service, ça vous intéresse, allez voir notre site. Là, je pense que c'est en B2C. C'est vraiment. Mais voilà. Et en B2C, comme sur Facebook, on va dire, on va prendre un cabinet, des particuliers échangent. Et des concurrents viennent voir le nom du particulier et du coup capter cette RSS. Ouais, non, ça non. Après, ça dépend. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Après, encore faut-il avoir l'adresse postale et compagnie, on n'en est pas là, ou téléphone. Mais je vous ai dit au début que par téléphone ou par courrier, il n'y a pas d'opt-in. Donc ça veut dire que si je sais que telle personne elle est intéressée et que j'arrive à trouver, et c'est encore une question de source, j'arrive à trouver de manière légale son numéro de téléphone, par exemple, ils sont sur profil, j'en sais rien, j'ai le droit de l'appeler. Je suis concurrent, j'ai le droit de l'appeler. Par contre, je n'ai pas le droit de lui envoyer ni des SMS, ni lui envoyer un mail, ni donc de faire de la communication par Facebook. Du coup, avant de conclure, je vous invite à un petit truc. Donc, quand vous voyez des gens comme ça, si vous voulez avoir le droit de le faire, n'hésitez pas, du coup, une fois que vous avez le nom, le prénom, à aller sur LinkedIn typiquement. Et sur LinkedIn, certaines personnes, beaucoup, notamment les jeunes ou quoi, vont laisser leur numéro de téléphone de manière publique dans les coordonnées, en fait. Donc, à ce moment-là, ça peut être une solution de dire, si c'est public dans le profil de cette personne et que bien cette personne, même si elle n'est pas dans mon réseau, c'est que sur LinkedIn, on peut avoir le droit soit de rendre l'information publique, soit réservée à son réseau. Si elle est publique, à ce moment-là, vous pouvez l'appeler. Si c'est réservé à son réseau, vous ne faites pas partie du réseau, il faudra d'abord lui demander de faire partie de son réseau. Une fois que c'est accepté, vous aurez le droit de le faire. C'est ça. Exactement. Voilà. Bon, je crois qu'on arrive au bout. On a abordé énormément de sujets. J'espère que ça vous a plu. Je vois que la très grande majorité est restée du début à la fin, donc normalement c'est souvent un bon signe. On n'a pas une érosion trop forte long. Ce que je vous invite à continuer les conversations, que ce soit avec nous, donc vous pouvez soit aller sur notre site internet et directement en fait faire une demande de démo, comme ça vous laissez bien vos coordonnées, qu'on puisse vous rappeler. De toute façon, on se permettra, comme l'a dit Raphaël, mais nous aussi de vous envoyer un mail déjà avec le replay du webinaire et avec vos informations. Et voilà, nous contacter s'il y a quoi que ce soit, on essaye de répondre très très vite. Raphaël, je te laisse peut-être épeler DPO. Ouais, merci beaucoup. Pareil, oui, alors DPO, c'est DI. Alors pour que vous compreniez bien le jeu de mots, c'est que nous, on est les délégués à la protection des données. En anglais, c'est DPO, tout le monde appelle ça comme ça. Et donc nous, c'est DIPEEO. Voilà, donc effectivement, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.dipeo.com. Et nous aussi, évidemment, on vous demandera de nous accepter sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on est partout. Si vous avez des questions RGPD, pareil, n'hésitez pas, on se fera toujours un plaisir d'y répondre. Est-ce que tu peux, je suis désolé, c'est la question piège de finale. Non, je peux pas. Un petit ordre de budget, je suis indépendant, oui. Voilà, je me dis, tiens, parce que c'est des sujets qui sont hyper intéressants, mais des fois, on a super peur. On se dit, cabinet d'avocats, ils vont me prendre 1 500 € par jour. Je sais que j'ai besoin de 3 jours. Je me dis, je ne vais pas mettre des budgets comme ça. Est-ce que c'est... tu fais bien. Merci de poser la question. Alors, nous, on a 3 ordres de tarifs. C'est vrai nous, c'est moins de 15 salariés pour une structure, 200 € par mois. Nous, c'est de l'abonnement. Quand on devient donc le délégué à la protection des données, on se nomme auprès de la CNIL. Donc, s'il y a n'importe quelle chose, c'est auprès de nous que la CNIL appelle. Donc, nous, on engage notre responsabilité. Donc, moins de 15 salariés, 200 € par mois. Entre 15 et 50, 400 € par mois. Et si on est un groupe de société, c'est à partir de 600 € par mois. Ok, donc là, c'est une prestation de conseil et presque d'assurance, en fait. Parce que derrière, c'est exactement ça. On a quelqu'un, un référent avec qui on peut échanger.
C'est exactement ça. Et comme je te disais, on a beaucoup de, je disais au début, on a beaucoup de PropTech notamment et on a beaucoup aussi d'agences immobilières parce que c'est un secteur en fait où il y a une sensibilité très forte sur les données personnelles, notamment parce que les promoteurs y apportent beaucoup d'importance. Aussi parce qu'en fait, il y a une grosse société, un gros promoteur qui a été condamné à 400 000 € il y a 2 ans ou 3 ans. Donc ça a pas mal poussé le sujet. Ce qui fait qu'il y a un peu un effet tu vois, boule de neige sur ce sujet-là. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose où nous, on est effectivement en termes d'assurance, on va répondre aux questions des partenaires, aux questions des clients, s'il y a une violation de données, on vous met en conformité, sur l'aspect business, si vous avez des produits, sur le contrôle des prestataires techniques, des outils. Voilà, on fait tout ça au quotidien. Génial. Merci à tous. Merci beaucoup, Raphaël. Merci Thibaut. Pas, merci à tous. À poser des questions et à très bientôt. Merci, c'était top. À bientôt. Salut.